Eh bien bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la balade française. C'est finalement la vidéo qu'on vous annonçait depuis un moment avec Johan sur la 992 GT3, et au-delà de la 992 GT3, on est dans l'année des 25 ans de la GT3, donc on va vous parler de l'histoire de la GT3, et puis bien sûr avec une grosse partie sur la 992 GT3. Alors vous voyez le cadre, vous le connaissez pas ce cadre, et pourtant on est dans un endroit bien connu de nos images de la balade française. On est au refuge du Phénix, dans la suite Belvédère, donc avec une vue absolument exceptionnelle, qui est une des grandes suites du refuge du Phénix, qu'on remercie à cette occasion, qui nous accueille régulièrement, qui nous a mis un petit déjeuner pentagruélique ce matin. Et puis après quelques images extérieures, on est revenu pour tourner bien dans le salon de cette suite Belvédère. Alors on vous a dit pas mal de choses sur les GT3, sur la balade française depuis un moment. On a recommencé cette histoire avec la vidéo de la 997 GT3 rouge, la mienne, il y a 2-3 ans. Et puis, il y a eu le podcast, qui était cette nouvelle série qu'on a lancée avec Johan, de podcasts sur un certain nombre de sujets. Et j'en profite pour vraiment vous remercier, parce qu'on ne savait vraiment pas ce que ça allait donner, ce podcast. Et il semblerait, en tous les cas, au moment où on se parle, que ça marche bien, compte tenu du nombre de vues, compte tenu de vos commentaires, qui sont très sympas, et on en prépare d'autres. Notamment, on en prépare un sur BMW Motorsport. On en prépare un aussi sur une autre marque iconique qu'on connaît très très bien à la balade française, Renault Sport. Et puis on verra dans le temps comment, à côté d'essais de voitures, à côté de podcasts dédiés à des marques un peu particulières liées au sport automobile, comment on peut aussi tourner d'autres choses, toujours autour des routes, des endroits en France, des gens qui font des choses intéressantes en France, du sport auto. On a quelques idées, mais vous allez voir ça dans les mois qui viennent. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'au-delà de la vidéo inboard de l'Alpine qui devrait pas tarder à sortir, on prépare un tournage un peu particulier avec Johan qui va célébrer mon retour chez BMW Motorsport, que j'avais quitté il y a quelques années. Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir ça. Et là, je vais pas dire que c'est une épopée, même si physiquement c'est une épopée kilométrique et géographique autour de BMW Motorsport, mais vous verrez ça dans quelques semaines, 2-3 mois, le temps de commencer ça. Alors la GT3 chez Porsche, c'est la filiation du sport automobile qui a commencé avec différents acronymes chez Porsche, notamment beaucoup autour de ST, Sport Tourisme, et de RS, Rennsport. Tout le monde se souvient d'une des icônes de Porsche qui est la 2,7 litres RS. Tout le monde en a voulu une à l'époque où elle valait rien, et puis quand elles ont commencé à valoir, ça a lancé la mode du backdating avec tout le monde qui voulait se faire. Même moi, j'ai voulu lancer ça sur une de mes 3.2, une réplique de 2.7 RS, la 3 litres RS, etc., etc. Et puis on est arrivé aux Porsche plus modernes, notamment la 964 RS, ça j'en ai eu une. On en parle dans le podcast, c'est une auto que j'ai pas gardée assez longtemps, mais qui était formidable et qui aujourd'hui vaut des stratosphères. À l'époque, on était dans des 40 et 50 000 euros. Aujourd'hui, je n'ose même pas dire le prix. La 993 RS, très belle voiture. Et puis, après la 993, on est passé à la 996, moteur à eau. Et là, qu'est-ce que Porsche allait faire ? Tout le monde se le demandait jusqu'en 99, quand Porsche présente, sur la base de la 996, la première 996 GT3, donc avec un 3,6 litres qui n'est pas du tout le moteur de la 996, qui est le fameux bloc Mezger dérivé de la GT1 du Mans notamment, avec une cylindrée évoluée. Celle du Mans, c'était 3 litres 1, 3 litres 2, je crois. Donc là, on est passé sur un moteur Atmo. Alors Andreas Prüninger, l'ingénieur en charge du développement du programme GT3, a dit par la suite que les 360 chevaux n'étaient pas toujours là, mais néanmoins, c'était la première VGT3, donc on avait une voiture plus légère, largement moins de 1400 kg, je crois autour de 1360 kg, 360 chevaux, une boîte mécanique, des trains roulants très sportifs, et son fameux aileron un peu particulier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et puis elle avait les premiers feux de la 996, qui n'étaient pas très aimés, mais n'empêche qu'aujourd'hui, cette 996 GT3, elle est quand même assez appréciée, parce que, d'une part, la première des GT3, carrosserie assez étroite, et puis un look qui est devenu beau avec le temps, en tous les cas, que moi j'aime beaucoup, et que je mets dans mon top 3 des GT3, parce que j'aime bien cette voiture, assez légère, relativement puissante, mais pas d'une puissance débordante, et très facile à faire une super auto de route, moyennant une évolution des suspensions. Et puis sur la 996, on a eu
la phase 2, qui a été la première vraie grosse évolution. Là, on est passé à un moteur beaucoup plus puissant, des freins plus sophistiqués, un refroidissement plus sophistiqué. On était à 381 chevaux. Et c'est probablement aujourd'hui dans les GT3, en rapport qualité-prix, une qui est moins chère qu'une 997, avec un vrai gros moteur qui envoie. Elle souffre d'une chose, à mes yeux, c'est qu'elle est moins jolie ou moins typée que la 996 phase 1, et surtout beaucoup moins jolie que la 997, puisqu'après, on arrive au 997, donc là on rentre dans des domaines, je vous donnerai un peu mes quelques sensations de conduite sur toutes ces autos. Je passe assez rapidement sur la 997 GT3, d'abord parce que, vous le savez, j'en ai eu 3, mais on en parle dans le podcast. Il y a une review complète sur la balade française sur ma 997 GT3 rouge, qui est une auto qui est probablement, je le redis encore, ce qu'il y a de mieux aujourd'hui chez Porsche en GT3. Parce que c'est pas la plus performante, on va parler de la 992 après. De toutes les manières, ça sera toujours la dernière, la plus performante. Mais si on mêle fiabilité, prix, plaisir de conduite, esthétique, c'est probablement l'auto la plus jouissive à avoir dans la gamme GT3 aujourd'hui. Je parle de la 3,6 litres avec le moteur 415 chevaux. Parce que sur la 997, on a eu une évolution 3,8 litres. Alors là, il y a plein de débats et de pignols sans fin. Oui, mais là, le 3,8 litres, est-ce qu'il est plus fragile? Pas du tout, c'est une évolution du 3,6 litres. Oui, mais il y a les écrous centraux, c'est très compliqué. Alors, un mot sur les écrous centraux. Ils pâtissent de leur mauvaise réputation parce qu'au tout début, il y a eu quelques problèmes sur les écrous centraux liés au fait que c'était nouveau chez Porsche, sur des voitures de série, lié au travail sur le couple de serrage et la méthode de serrage que Porsche a revu par la suite, le fameux double serrage. On serre à 600 Newton une première fois, on dévisse d'un quart de tour et on resserre à 600 Newton. Le fait de bien mettre la graisse cuivrée spéciale pour ces écrous. Donc il y a toute une fantasmagorie qui s'est développée sur ces écrous, comme quoi les roues allaient partir à tout moment. L'autre fantasmagorie pour les tenants de ces écrous, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Alors oui, en piste, sur des voitures de course, où on peut aller avec la péteuse pour défaire les écrous très très vite et on se fout complètement de la fiabilité des écrous centraux, oui, sur une voiture de route, c'est pas beaucoup plus rapide que les 5 écrous. Donc plus pratique, pas plus pratique, sûrement pas moins fragile, c'est équivalent. Et la GT3 3.8 en 997, elle a c'est quand même assez étonnant parce qu'il n'y a que 20 chevaux de plus, 435 contre 415, elle a quand même un moteur plus coupleux, assez nerveux, et moi je me souviens quand j'avais mis le Poncourt sur ma 997 GT3 3,6 litres, et que mon camarade Eric dit le scaphandrier, que je salue dans cette vidéo, et qui est un membre éminent de l'EDG Racing, responsable d'ailleurs des activités aquatiques de l'EDG Racing, eh bien, Eric avait lui une 3,8 litres, et on a beaucoup roulé ensemble sur les petites routes, et franchement, quand je passais de sa voiture à la mienne, je trouve que la 997 3,6 litres avec le Poncourt, comparée à sa 3,8 litres, ça se voit en performance, alors que sans le Poncourt, sa 3,8 litres est quand même plus performante. Alors c'est pas le jour et la nuit, on parle de deux autos très proches, d'un moteur 3,6 litres, un 3,8 litres, 415, 435 chevaux, mais ces deux autos vraiment très proches, on s'est tiré des bourres monumentales avec mon ami Eric, sans vraiment pouvoir départager, si ce n'est, in fine, entre ces deux voitures, ce qui va jouer, c'est la capacité celui qui conduit à faire la différence, même si intrinsèquement, bien sûr, la 3,8 litres est plus performante. Et puis après, changement de dimension, on passe à la 991 chez Porsche, et là c'est le grand drame de la gamme GT3, la 991, puisqu'on a eu deux phases, la 991 phase 1, la 991 phase 2. La 991 phase 1, elle qui était en 3,8 litres, elle connaît très très vite des problèmes de moteur, de casse moteur, quasi systématiques. Alors je dis quasi parce que je suis pas sûr que ce soit quasi systématique, mais suffisamment connu pour que ça dégrade la réputation de la voiture. Porsche d'ailleurs changeait le moteur et mettait une garantie de 10 ans dessus. Alors là aussi, il y a toute une série de fantasmes. Est-ce que finalement, ces moteurs cassent et vont casser à l'infini parce qu'il n'y a rien à faire? Est-ce qu'il ne faut acheter ou pas acheter ces voitures? Très honnêtement, j'en sais rien. Mais il suffit de regarder la cote de la 991 GT3 phase 1 par rapport à la phase 2 pour voir que c'est une voiture qui est mal aimée et qui souffre énormément de ça. Alors, est-ce que c'était une mauvaise voiture à conduire? Pas du tout. En comportement, en moteur, c'est un super moteur, ce 3,8 litres, 475 chevaux. Donc ça marchait bien mieux que la 997. Tout était mieux, mais cette fragilité-là, qu'on a eue quand même sur une série très limitée, et c'était surprenant parce que ce qui faisait la qualité des GT3, notamment au-delà de la ligne, des performances et du son aussi,
puisque les envolées lyriques des GT3, depuis le début, c'est des moteurs qui prennent beaucoup de tours. La 996 au début, la 997 à 8500 tours, et puis les 991 et 12 à 9000 tours, ce qui est quand même exceptionnel. Ce qui faisait la réputation, c'était l'extrême fiabilité de ces autos, liée à ce fameux bloc Messger, et cette fiabilité qu'on connaît, globale de la voiture, notamment un de nos amis qui a une GT3 997 phase 1 qui a plus de 200 000 km, rondement menée, et qui a ouvert sa boîte, je ne sais plus, aux alentours de 180 000 km, et le bloc, aujourd'hui, à plus de 200 000, ne consomme pas une goutte d'huile, la voiture marche très très bien. Donc la fiabilité était un atout majeur, mais alors là, sur la 997 GT3 RS 4 litres, cette fameuse série très limitée, il y a eu des casse-moteurs. Il y a eu des casse-moteurs. La légende l'attribue à la fragilité de la fonderie ou à un mauvais fournisseur de fonderie. En vrai, perso, j'en sais vraiment rien, et je pense qu'il n'y a que Porsche et peut-être quelques propriétaires qui le savent. Mais on avait un soupçon de problème de fiabilité. Ce qui fait que quand Porsche sort la 991 phase 2, donc déjà là on arrive au 4 litres, donc on revient au moteur 4 litres qu'on avait connu sur cette fameuse GT3 RS 4 litres, un autre bloc 4 litres, qui est ni plus ni moins le bloc qui court en cup, c'est le bloc des cups, 500 chevaux, là ça commence à être sérieux, surtout que Porsche a toujours réussi à contenir la GT3 dans une limite de poids raisonnable, sous les 1400 kg. Alors peut-être à un moment c'est monté un peu en dessous, mais je sais que la 992, dans les données Porsche, si on prend toujours le chiffre que donne Porsche, la réalité est peut-être un peu écartée, mais en se gardant sur ce chiffre-là, on est en dessous des 1400 kg, on est parti à 360 chevaux, aujourd'hui on est à plus de 500 chevaux pour les 992, mais sur la 991 phase 2, on arrive à 500 chevaux. Donc j'en ai eu une, et on a une petite review assez rapide entre mon ex 997 phase 1 et cette 991 phase 2. Moteur extraordinaire, ce 4 litres qui pousse du diable. Petite déception de ma part sur le comportement routier, si je devais caricaturer à l'extrême, et je dis bien je caricature là, mais je trouve qu'il y a un décalage sur la 991 phase 2 entre la perf du moteur et le comportement routier. Alors entendons-nous bien, le comportement routier est excellent, a encore progressé d'un cran par rapport à la 997, mais pas tant que ça entre les deux moteurs qui ont vraiment progressé. Je trouvais, en gros, alors c'est peut-être moi, j'ai jamais dit que j'étais Harry Vatanen ou Colin McRae, mais je trouve qu'il y a trop de chevaux. Par rapport, la voiture devient un peu moins homogène, parce que c'est aussi une des grandes qualités des GT3, c'est des autos super homogènes. Comme on peut retrouver d'ailleurs dans une autre marque que j'aime beaucoup, qui est BMW Motorsport, avec les M3, M4, qui sont des autos ultra homogènes, ultra équilibrées, bon nombre de chevaux, en rapport du châssis. Bon, il y avait qu'un petit truc chez BM pendant longtemps, c'était les freins, aujourd'hui ça va mieux, mais chez Porsche, on avait un ensemble extrêmement cohérent de train avant, de comportement, de motricité, de freinage, de moteur, et je trouve que sur cette 991 phase 2, peut-être un peu trop de chevaux, alors on pourrait dire, j'avais qu'à mieux apprendre à la conduire, c'est un fait, mais pour moi, peut-être un peu trop de chevaux. Donc là, c'était toute la gamme. Je vous ai pas parlé des RS ou des séries spéciales, qui sont des autos à part, même si j'ai un fantasme absolu que je crois je partage avec mon ami Johan, c'est la 997 GT3 RS phase 1 orange, auto merveilleuse. Et je voudrais dire un mot sur les RS. On l'a vu d'ailleurs dans certaines de vos questions. Vous dites, mais comment ça se fait que quelqu'un qui aime autant le bolidage sur petite route, les ouvertures de rallye, puisse s'intéresser soit à des RS, soit à des GT3 qui sont quand même devenues grosses. La 991 et la 992, c'est des grosses autos. Alors, deux remarques là-dessus. Trois en fait. Premièrement, oui, elles sont plus grosses. Quand on regarde une 997 à côté d'une 992, c'est beaucoup plus gros. Ensuite, deuxième point, sur les vraies petites routes, prenons des spéciales de l'Ardèche, Burzet par exemple, honnêtement, sur route ouverte, il n'y a pas vraiment de voitures adaptées à ces routes-là, parce qu'elles sont vraiment étroites. Et c'est sûr que là, avec une 991 ou une 992, on serre les fesses parce que la voiture est quand même large et la route est étroite. Mais il y a beaucoup de routes qui sont des routes blanches sur les cartes Michelin. Il y en a plein de Vercors, plein la Lozère, plein l'Ardèche, où franchement ça roule. Et surtout, ma dernière remarque, c'est quand on est dedans, on n'a pas l'impression d'être dans une grosse voiture. Sauf quand on est vraiment sur un truc très étroit. Mais globalement, je le pensais aussi. Donc je critique pas ceux qui pensent ça. Je le pensais aussi, mais quand on vit la voiture de l'intérieur, la maniabilité de l'auto, le placement, on sent pas qu'on est dans une grosse voiture, on sent qu'on est dans une voiture extrêmement agile. Donc voilà, dernier mot sur les GT3 RS. J'ai quand même un fantasme absolu, je rêve d'essayer ça. On nous a demandé d'ailleurs notre avis sur la 992 GT3 RS. Quand on voit le comportement de la 992 GT3, ça peut être encore plus fabuleux. L'aéro qui marche à partir de 120, elle doit jouer aussi de façon assez extraordinaire. C'est une voiture dont on peut régler au tableau de bord compression détente. Donc ça doit être vraiment la trique absolue, cette 992 GT3 RS. Mais je dois avouer, j'en ai jamais conduit. Si je pouvais en avoir une, j'en aurais une. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà un peu un résumé de ce qu'on pense de ces autos.
Sur les sensations de conduite, moi je garde beaucoup de sentiments pour la 996 GT3 phase 1. J'aimais beaucoup cette voiture, alors clairement aujourd'hui, si on descend de la 992, c'est dépassé, mais c'est pas ridicule. C'est comme si on prend une Porsche 3 litres 2, j'adore ces autos. Ah, c'est sûr que ça n'avance pas à côté de 992 GT3, mais c'est vraiment plaisant à conduire. La vraie question, c'est pas tellement si elles sont plus performantes, parce que la dernière, comme je le disais, sera toujours la plus performante. C'est ce qu'elles font plaisir. Ben moi, une 996 GT3, phase 1, elle fait plaisir. J'aimerais bien me balader avec, j'aime sa sensation de conduite, j'aime sa boîte. Et puis la 997 GT3 phase 1 aussi. Donc c'est toujours des autos, je pense pas qu'il y ait une GT3, à part pour moi la 991 phase 2 que j'ai un peu moins aimé, mais je pense pas qu'il y ait une GT3 qui donne pas de plaisir sur route. Et d'ailleurs, à propos du mot route, il y a aussi une grande question, mais est-ce que les GT3, c'est des voitures de route? Est-ce que c'est pas à réserver qu'à la piste? Bah, moi, vous le savez, je fais peu de pistes. Toutes mes GT3, je les ai utilisées sur route, voire sur route extrême, avec des ouvertures de rallye en voiture zéro. Certaines, je les ai préparées au niveau des suspensions pour qu'elles soient efficaces sur route. Et franchement, sur route, c'est parfait. C'est une voiture extraordinaire. On en parlera avec la 992 dans quelques instants. Mais je trouve que c'est des autos, je les questionne même d'ailleurs, à part sur leur solidité, mais en matière d'amortissement, sur la piste. Parce que sur route, on roule souvent en mode track ou avec des suspensions préparées. Donc je me demande si elles ne sont pas trop souples par moment sur piste, mais j'y reviendrai avec la 992. Donc GT3, super autos de route. Et d'ailleurs, pour faire le lien entre toutes ces GT3 et la 992 dont on va vous parler maintenant, ça fait longtemps que j'avais envie, en fait, au moment d'acheter la 991 phase 2, que j'avais envie d'une 992 GT3. Mais alors, en lisant les gazettes, partout était écrit, mais celle-là, par rapport à la 991, elle est beaucoup plus rigide, elle est beaucoup plus ferme. Vraiment, la Porsche a fait un choix très clair de faire une GT3 pour la piste. Porsche tourne le dos à la route, et cette mixité ou polyvalence des GT3 poussée à l'extrême avec la 991, c'est fini, la 992, le bout de bois sur piste. Et moi, ça m'a fait penser, la dernière fois qu'on employait ce terme, à la 964 RS, qui, il est vrai, quand on prenait une 964 RS stock, sur route, c'était ferme. Il fallait vraiment faire un rotarage de suspension. Donc j'ai fui la 992 GT3, parce que je me suis dit, non, ça ne va pas du tout sur route. Et j'ai tellement eu envie de cette voiture, surtout quand j'en ai vu une dans un showroom chez Porsche, que j'ai passé le cap en me disant, ça peut pas être si pire que ça. Et là, on va rentrer maintenant, justement, dans la 992 GT3, et cette première année avec la 992 GT3. Alors la 992, comment ça m'est venu la 992 ? J'étais en train de vous raconter que justement je la trouvais magnifique et que je craignais que ce soit un bout de bois. Mais comment s'est déclenché l'achat de la mienne ? Alors j'avais acheté ma 991 phase 2, vous le savez, on en a parlé dans le podcast, dans la vidéo sur cette 991, chez Concept Sport Auto et chez mon ami Johan. Alors Johan, mon associé de la balade française, c'est aussi Johan de Concept Sport Auto qui est employé là-bas, où c'est lui, si vous regardez les vidéos de Concept, c'est lui qui fait toutes les vidéos et qui est community manager chez Concept Sport Auto, donc qui vous fait des super vidéos, des autos qui sont en vente. Et donc à côté, il y a la balade française où on s'amuse tous les deux à faire monter cette chaîne sur laquelle j'espère que vous vous abonnerez à l'issue de cette vidéo. Vous savez, c'est important pour nous, puis surtout qu'on est en train d'essayer de, on vous le dit depuis un moment, mais on veut vraiment faire quelque chose. Alors ça marchera pas, on a des jobs tous les deux, on verra bien, mais on est très friands de ce que vous nous dites en commentaire, même quand ça vous plaît pas, puisque la critique fait avancer. Quand ça vous plaît, ça fait plaisir. Donc voilà, Johan s'était occupé de ma 991 phase 2 GT3 chez Concept, et puis un jour, je l'amène à l'entretien chez Porsche, parce qu'elle était sous garantie Porsche, cette voiture, donc je l'amène chez Porsche Grenoble à l'entretien, et dans le showroom, il y a une 992 GT3 d'occasion à vendre, Shark Blue. Le Shark Blue, c'est la couleur Porsche qu'on a beaucoup vue sur la 992. Et je tourne autour, tel l'homme de Cro-Magnon autour de son premier feu, en poussant quelques cris et hurlements. Et là, on en parle rapidement dans le podcast, mais je me dis, putain, mais elle est vraiment belle cette voiture. Tant pis si c'est un bout de bois, il me la faut. Et il me la faut, la question des prix des GT3, c'est un truc terrible, parce que au début, les GT3, elles suivaient ce qui se passait chez Porsche, c'est-à-dire ça décotait.
Moi, ma première 997 GT3, je l'ai achetée chez Porsche, elle était quasi neuve, elle était un petit peu en dessous du prix du neuf, mais quasiment au prix du neuf, dans les 110 000 euros. Ma deuxième, j'ai acheté d'occasion quelques années après, 997 GT3, dans les 75 000 euros, donc on était déjà bien descendu. Je l'ai revendue 65 000 euros, et puis tout ça, je vous le raconte dans la review de la 997 GT3 rouge. Donc ça descendait. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on pouvait changer souvent de Porsche, parce que on en achetait une, ça descendait, il y en avait dans tous les prix, et des GT3, au moment où je vends ma 997 GT3, 65 000 euros, une 996 GT3 phase 1, 40-45 000 euros. Donc on pouvait se dire, c'est facile, je peux en trouver. Maintenant, toute la gamme est remontée, une très belle 997 GT3 phase 1, c'est quasi le prix du neuf aujourd'hui, ça peut être plus de 100 000 balles si elle n'est pas kilométrée, voire pratiquement 110 000. Les 996 phase 1, on a regardé avec mon ami Paul, c'est dans les 65, 70, voire plus, et puis il n'y en a pas beaucoup. Puis le problème, c'est qu'il faut en trouver des belles, qui ne soient pas ruinées. La piste, c'est pas un problème. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on a un entretien qui va avec un usage piste intense. Ces autos sont solides. Le problème, souvent, c'est qu'il y a un écart entre l'usage et l'entretien. Si c'est que des vidanges, c'est pas sérieux. Parce que sur les GT3, par exemple sur la 997, les têtes d'amortisseurs, elles sont rotulées, donc il faut les changer régulièrement. C'est pas que des vidanges, il faut vérifier les serrages, il y a des choses qui travaillent. C'est une maintenance beaucoup plus poussée. Donc c'est pas un problème d'en acheter une, mais pour trouver un ensemble de propriétaires, parce qu'il n'y en a plus bien des premières mains, qui ont fait un entretien de maniaque tel que prévu, avec les serrages, les cils en bloc, les têtes d'amortisseurs, les révisions détaillées, le contrôle permanent et pas juste changer l'huile, la courroie d'accessoires, le filtre à particules et 3 conneries, ça c'est compliqué. Et donc toute la gamme de prix s'est décalée, et déjà quand j'avais acheté ma 991 phase 2, c'était quand même un saladier, je me souviens plus tout à fait du prix, je crois dans les 190 000 euros, la 992 GT3, ça fait cher quand même. Alors ça fait moins cher de passer d'une 997 GT3 à une 991 phase 2 que de passer d'une 991 phase 2 à une 992. La 992, elle devait être dans les 245 000 euros, je pense, quelque chose comme ça, pour une auto de moins de 10 000 km, Porsche approved. Donc je me dis quand même, allez, il faut y aller, on n'a qu'une vie, on l'emmènera pas dans la tombe, allons-y. Et donc je demande à Johan si via Concept, ils peuvent me reprendre ma rouge. La réponse c'est bien sûr, on te l'a vendue, donc on te la reprend. Donc ils m'ont repris ma rouge, et ils m'ont trouvé chez le centre Porsche de Wuppertal, alors je sais pas si je prononce bien, donc ne vous moquez pas de moi, de Wuppertal en Allemagne, une 992 GT3, alors j'avais mis des specs, les specs c'était Shark Blue, parce que j'aimais bien, c'était toit carbone, parce que c'est joli et ça fait plaisir, c'était les jantes noires satinées, et c'était absolument Club Sport, et là, je sais que ça fera rire beaucoup de gens, PDK, 991 phase 2, rarissime, était Club Sport, boîte méca, il n'y en a presque pas. PDK, pourquoi ça a fait rire les gens? Parce que je me suis répandu pendant des années sur les forums, sur les boîtes PDK, les boîtes ALC, à la con, enfin tous les trucs, je me suis moqué de ces boîtes, et aujourd'hui, force est de constater que dans mon garage, dans toutes mes autos, je n'en ai pas une en boîte mécanique. Alors j'ai des très bons amis qui me disent que c'est moche de vieillir, que ma prochaine étape, le prochain essai de la balade française, ce sera un déambulateur. Ok, mais pourquoi, en fait, je voulais la boîte PDK? Honnêtement, avec le moteur, la patate de la 991 phase 2, qui est quand même une auto, même si je l'ai moins aimée, qui est quand même une auto extraordinaire, c'est une auto qui avance vraiment, et en boîte méca, je tutoie mes limites, quand même, et je me suis dit, avec la PDK, sur l'Alpine, je l'avais vu, on gagne en facilité de conduite, et on arrive à trouver, là aussi, on va se moquer de moi, mais j'assume, un autre plaisir de conduite, qui est le plaisir de travailler avec la boîte pour aller plus vite, on n'est pas obligé de tirer le rapport à fond, on peut calmer la voiture en courbe en passant un rapport de plus, les passages sont très rapides et on est dans des autos, je vais en parler, qui sont tellement performantes que ça a aidé. Donc voilà mon cahier des charges. Et Johan et Concept ont cherché une voiture, donc ils ont trouvé celle-là, elle avait presque tout, sauf la couleur. Alors pourquoi j'ai pas pris une Shark Blue? Parce qu'ils m'ont trouvé un truc qui s'appelle Voodoo Blue, alors vous la voyez dans la vidéo. Franchement, ceux qui arrivent à voir la différence entre Voodoo Blue et Shark Blue, bonjour, on a cherché avec Johan, avec Polo, haute définition, 4K compas. Alors oui, il y a une différence, bien sûr qu'il y a une différence, mais faut la trouver. C'est assez proche d'ailleurs, ma clé, elle est Shark Blue, et quand on pose ma clé sur la carrosserie, bof, on voit pas trop la différence. Ceci étant, c'est quoi la principale différence entre Shark et Voodoo? Le prix. Voodoo Blue, ça me permet de briller dans les salons le soir quand je dis « Ah, mais moi, ma Porsche, c'est une couleur PTS, Paint to Sample, couleur spéciale, option à plus de 10 000 balles chez Porsche. Donc, on peut enlever son chapeau.
j'ai pas une couleur de série, j'ai une couleur spéciale. Ça fait de moi quelqu'un de sérieux. Bon, il se trouve que ces voitures d'occasion, elle était comme ça. Je suis super content de cette couleur qui, honnêtement, est très très proche du Shark. Elle est magnifique comme ça. Ah oui, je voulais aussi les étriers de frein rouges et les disques acier. Donc elle a tout ce que je voulais avec le Club Sport, les super baquets. Et je dois dire que c'est des baquets ultra confortables. Là, j'avais une de mes voitures que j'ai vendue il n'y a pas très longtemps qui me faisait très très mal au dos. Et j'avais le dos bloqué, je me suis soigné le dos en allant bolider avec la GT3. Tellement on est bien dedans sur les petites routes, ça m'a remis le dos d'aplomb. Donc j'ai pris livraison de cette voiture qui avait 8000 km, garantie Porsche, il y a pas tout à fait un an, je pense au mois de septembre 2024. Là, si, il y a un an en fait, on est en septembre 2025. 8000 km, garantie Porsche, on a mis des disques neufs et plaquettes neuves. Alors premier mot sur les plaquettes, sur toutes mes GT3, j'ai toujours trouvé que les plaquettes que montait Porsche, pour mon usage routier, finissaient par être un peu limite. Donc j'ai monté des plaquettes Pagide RSL 29 Endurance, celles qu'on monte depuis le début avec tous mes amis qui ont un usage routier, et c'est vraiment ce qu'il faut sur la route, et c'est vraiment des super plaquettes dont on voit pas la fin. Enfin si, on voit la fin un jour, mais qui marchent vraiment très très bien. La Géo de série, enfin tous les cas qu'il y a là-dessus, qui était un peu orientée piste, pas trop agressive, elle va très très bien. Première grande surprise que j'avais notée avec la 991, la hauteur de caisse. C'est une voiture par rapport à la 997 qui est vraiment plus haute au niveau de la lèvre avant. Il n'y a pas cette lèvre dont on dit que c'est inconsommable dans la 997. Ça frotte très très peu. Il y a énormément de dodane qui passent beaucoup plus facilement qu'avec la 997. Et puis pour le reste, comme sur la 991, il y a le lift si vraiment il y a un dodane qui n'est pas sérieux. Donc ça, c'est aussi une nouveauté assez significative, comme le grillage devant les radiateurs qu'on a depuis la 991, qu'on n'avait pas sur la 997. Donc ça, c'est quand même une grande nouveauté sur la voiture. Et puis, une fois les plaquettes mises, la révision faite, j'ai dû faire, j'en dois être à 6000 km avec cette voiture, dont je pense pas loin de 3000, 4000 km, peut-être même 5000 km là au moment où on se parle. 2 trains de pneus, donc on a mis un premier train de pneus qui a fait de septembre à juillet, et là on a mis un train de pneus. Donc on fait à peu près 3-4 000 km avec le train de pneus. Un mot sur les pneus. Utilisant mes GT3 lors d'un usage routier, tant sur route sèche que sous la pluie, et d'ailleurs je trouve que c'est des super autos sous la pluie pour peu que les pneus soient neufs, et pour peu que les pneus ne soient pas justement les Sport Cup 2, qui ont, il est vrai, énormément progressé sous la pluie, mais quand vous vous retrouvez sur un gros orage, que vous voulez vraiment bolider ou rester en sécurité, c'est quand même un peu limite. Donc qu'est-ce qu'on monte? On monte des PS4S. Alors je sais que là, on va rentrer dans un débat aussi sans fin, homologation, pas homologation. Eh bien là, c'est la semi-homologation. Pourquoi semi-homologation? Parce que dans la taille de la 992 GT3, les PS4S arrière sont homologués Porsche. Avant, il n'y a pas. Donc, je roule avec un arrière homologué, mais comme je roule très vite, l'avant ne touche jamais le bitume, donc ce n'est pas un problème. Je roule sur le train arrière, en wheeling, ça ne pose pas de problème. Donc je suis tout le temps homologué. Non, blague à part, j'ai les pneus avant qui sont des PS4S, les pneus arrière pas homologués, et les arrières qui sont des N0 ou N1, je ne sais plus. Et franchement, ça ne me pose aucun problème, ni psychologique, ni technique, ni en termes de pilotage. Ça serait mieux, ça serait pas mieux, j'en sais rien, mais je pense que là, je roule avec la configuration qui est la pire. À la limite, certains pourraient nous dire, bon, si t'en as 2 pas homologués, c'est bien, mais tu peux pas mettre des N derrière et des pas N devant. La voiture va se tordre, se démantibuler. Au premier virage, elle va exploser, voire se dissoudre. Franchement, l'auto est géniale. Donc voilà pour le sujet des pneus. Je roule en PS4S avec des Pagide. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a rien de pas normal sur cette voiture ou de pas stock. À la révision, je fais purger. Tous les ans, je fais une révision. Je fais purger les freins. Donc la voiture est en Porsche Approved pendant encore 2 ans. Donc je fais purger avec du liquide de frein Porsche. Il y a 2 options à la révision, ce que j'ai découvert, que je ne savais pas. Une sorte de liquide, on va dire standard quand même de GT3, un liquide dit haute température pour un usage intensif. C'est ce que j'ai demandé à Porsche. Voilà ce qu'il y a là-dessus sur cette voiture. Et vous savez que je travaille beaucoup sur les châssis, hauteur de caisse, géométrie, voire suspension sur mes autos, comme sur la 991, la 992 encore plus. Il n'y a rien à faire. Franchement, pour un usage petite route, il n'y a rien à faire. Et ça m'amène au sujet de comment on roule sur petite route. Là, la vidéo, vous verrez, on est allé la tourner dans la Drôme provençale, notamment les spéciales du Rallye Monte Carlo, les fameuses spéciales La Motte Chalancon, Saint-Nazaire-le-Désert, Rémusat, Rosan, et puis bien sûr le Vercors, le col du Rousset, le col de Carie, autre spéciale du Monte Carlo. Donc on est sur des routes pas ultra étroites, mais des routes du Rallye Monte Carlo, avec des cassures, des routes assez bosselées, je vais pas dire défoncées, mais quand même assez exigeantes en termes de suspension.
Et on roule comment avec cette 992? On roule en mode track. Vous le verrez dans la vidéo, dans les caméras embarquées. Je ne roule sur petite route qu'en mode track. Le mode track, c'est le mode réservé à la piste, donc celui qui est censé le plus verrouiller les suspensions. Je trouve que là, dans ce mode track, l'auto est parfaite. Elle absorbe étonnamment. D'ailleurs, on a même forcé avec Johan hier, quand on voyait une cassure, à prendre plus la cassure que la trajectoire pour voir la réaction de la voiture. La voiture, elle absorbe, elle travaille très très bien. On est dans une qualité quasi similaire à la suspension Rotaré petite route que j'avais sur la 997. Je suis stupéfait, je l'avais déjà noté avec la 991, là ça va encore plus loin, et je rajoute même un coup de louche. Si on met le mode suspension sport, sur les suspensions on a deux modes, un sport ou track. Le mode sport, c'est parfait pour rouler cool, etc. Ça absorbe bien. Dès qu'on attaque très fort sur petite route avec le mode sport, si c'est bosselé, je trouve que la voiture sature son vertical et elle se met à rebondir, à pas être agréable. Il faut vraiment le mode track. C'est étonnant et ça me fait poser une question. Alors je suis un béotien de la piste, hein, j'en fais très peu avec des voitures de série. Je me demande même s'il n'est pas trop souple, ce mode track, pour un usage piste. Parce que quand même sur la route, par moment, je le trouve souple et absorbant, donc je me demande si sur la piste, les gens ne sont pas un peu déçus, ce qui pourrait expliquer que certains d'ailleurs prennent des options mentées pour les suspensions. Donc là, honnêtement, je suis dans un domaine que je ne connais pas, j'en sais rien, mais je trouve que sur la route, il est vraiment parfait. L'autre point que j'ai noté, que c'est une voiture qui a un refroidissement absolument fantastique. Là, on a roulé pendant la canicule, pas pendant la canicule, on peut tirer comme une mule dedans. Ça chauffe pas un bras. Depuis que j'ai la voiture, 5-6 000 km, ça consomme pas un bras d'huile. C'est vraiment une auto, ça a des freins. Alors là, c'est des freins de GT3, donc là, c'est vraiment formidable. Donc sur le fond, fonctionnement, utilisation, l'usure des pneus que j'ai donné, c'est comme avec toutes mes GT3, j'ai des autos qui consomment plus. Hein. La Civic Type R ou la Yaris, c'était 2000 km, 2500 km avec les pneus. Là, on arrive quand même à faire 4000. Oh, ça me fait changer les pneus une fois et demie par an. C'est pas la mer à boire. Le plus étonnant sur cette auto, enfin le plus enthousiasmant, et à la fois qui est une des limites de l'auto, c'est le niveau de performance de cette auto. Elle est rendue plus facile à aller vite avec la boîte PDK, donc ça c'est un fait. Avec la boîte PDK, c'est plus facile. Du coup, on peut aller beaucoup plus vite. Et on atteint des limites que je ne pensais pas atteindre qui sont les limites, pas de la voiture, hein, qui sont les miennes, hein, soyons clairs, sur route ouverte. Par exemple, en ouverture de rallye, quand on peut vraiment exploiter la voiture, elle y va. Hein. Et j'ai parfois le pied droit qui se relève, parce que la voiture, elle tient la route, elle prend les virages, elle passe, mais on se retrouve à des vitesses stratosphériques. J'ai pas l'habitude de voir défiler un paysage de spécial à ces vitesses-là. Pour être honnête et le dire trivialement, je me chie dessus. Ça va vraiment trop vite. Et quand je dis trop vite, c'est des vitesses évidemment à 3 chiffres, dont le premier chiffre est parfois 2 avec quelque chose derrière. Et il suffit d'avoir un bout de droit pour prendre plus de 200, et en ouverture de rallye, plus de 200, alors on a le droit, mais c'est compliqué quand même, il faut un talent. Je vous engage à regarder les images de la Porsche, la 992 de rallye de Cosson, au Mont Blanc ou à d'autres rallyes, ça va à une vitesse, il faut voir les temps qu'il fait. Il a fait le premier temps scratch au rallye du Mont Blanc d'une 992 GT3 en rallye, alors que les Alpines, notamment les dernières Alpines, les dernières évolutions, celles de Astier par exemple, vont extrêmement vite. Astier qui fait un top 5, je pense, peut-être même 4e au rallye du Mont Blanc, donc Cosson doit être 9e ou 10e, donc l'Alpine est devant, mais quand même un temps scratch pour la Porsche. Donc c'est des autos qui sont extrêmement performantes. Moi je trouve qu'on a alors là un setup, je retrouve cette question d'homogénéité que j'avais un peu perdue avec la 991 phase 2, je la retrouve totalement, je retrouve en fait la grosse évolution de ma 997 GT3, telle que je l'avais préparée avec les suspensions Rotaré et le pont court pour les petites routes, je retrouve ça dans la 992. On a une auto qui absorbe tout, qui a un train avant, et là, parlons un instant du train avant. La grosse différence de la 992, c'est la double triangulation du train avant. Alors moi qui ai bien connu les BM Motorsport ou les Renault Sport, notamment les dernières Mégane RS, avec la double triangulation sur le train avant, on a ce train avant ultra précis que l'on a sur les Mégane RS, donc on le retrouve sur les GT3. Donc on n'a plus cet effet de charger très fort l'avant, comme on doit le faire sur les 991 pour bien inscrire l'avant, tenir les freins. Là vraiment on a un train avant qui est hallucinant, qui marche extrêmement bien, et c'est la première auto où je trouve que l'essieu arrière directionnel n'est pas caricatural. Déjà sur la 991 il était très bien. Là je sais pas si c'est le même ou s'il est encore mieux, mais par exemple sur les Mégane 4 RS, il est rigolo le train arrière directionnel, mais je trouve qu'il en fait un peu trop.
Là, on s'en rend presque pas compte. Il accompagne la voiture, c'est vraiment extrêmement jouissif et on a cet ensemble qui est vraiment fantastique. Donc je dirais que l'ensemble comportement routier, boîte PDK et puissance de ce moteur de 510 chevaux, ça fait une machine qui est absolument jouissive. On a du mal à en profiter longtemps parce que c'est quand même une auto fatigante. La 997, c'était le cas. Dans les bras, dans la concentration, quand on va vite, à l'arrivée d'une spéciale de 15-20 bornes, on a quand même plein les bras. On est quand même bien crevé. En bolidage routier, on n'atteint pas les limites qu'on a dans une spéciale de rallye. Mais quand même, c'est une auto qui demande de la concentration. Parce que malgré tout, je me souviens hier dans l'essai, dans la spéciale de la mode Chalancon, il y a eu beaucoup de pluie et donc on avait pas mal de gravettes à un endroit. Je pense qu'avec une voiture normale, ça passe. Là, à la réaccélération, il y a tellement de pêche que l'arrière peut patiner, qu'on a perdu un peu d'adhérence de l'arrière. Donc c'est une auto qui demande à être super éveillée parce que la pêche est vraiment là. Le moteur est pas si creux que ça, même si la gestion moteur de Porsche est vraiment géniale. Je la compare un peu, désolé pour ceux qui vont hurler, mais à la gestion moteur de la Mégane 4 RS. Il y a du couple évidemment, hein, il doit y avoir 470 Newton, 510 chevaux, mais il est suffisamment haut et la boîte est suffisamment bien étagée pour qu'on n'ait pas tout de suite. C'est-à-dire que ça préserve la motricité de la voiture, c'est quand même des voitures qui motorisent très très bien, mais malgré tout, il y a énormément de pêche, donc il faut faire gaffe quand on accélère. C'est des voitures, quand on attaque, il faut rester précis, il faut rester affûté, parce que ça envoie vraiment fort, mais moyennant ça, on peut tenir des cadences folles, c'est jouissif. Et l'autre truc qui est vraiment agréable, c'est que, vous le verrez aussi dans la vidéo, quand on se balade en mode track, tranquille, on tire 4000 tours, on joue tout sur le châssis, on laisse la voiture rouler, bah c'est super jouissif de se balader avec un peu de musique, les vitres baissées. C'est aussi une voiture grand tourisme. Hier, je crois qu'on a fait avec Yo, on a dû faire 450 bornes, donc on n'a pas fait que de l'attaque, hein, on a fait des passages un peu forts, mais on a aussi roulé, même très cool à des moments. C'est génial comme bagnole. Alors on n'aura pas le confort d'une 992 normale, le seul élément d'inconfort qu'on a quand on roule cool, c'est le bruit intérieur. C'est une voiture qui est plus légère, donc qui est moins sonorisée, donc qui fait plus de bruit, qui est un peu bruyante. Il suffit de fermer les clapets de l'échappement pour le bruit de l'échappement. On a plus de bruit de roulage, de bruit de transmission, on a la résonance avec l'arceau. Mais mis à part ça, c'est une auto avec laquelle, le coude à la portière, c'est très très sympa de se balader. Et petite anecdote sur la boîte de vitesse, quand on a mode track, la boîte en mode automatique, elle marche super bien. Je l'ai essayé dans la moitié du col du Rousset, dont vous verrez la caméra embarquée de la montée du col du Rousset. Elle passait, je croyais d'ailleurs à un moment, j'avais oublié qu'elle était en auto. J'appuyais sur les palettes, évidemment il ne se passait rien, mais je pensais que j'étais en boîte manuelle, parce qu'elle passait les vitesses comme moi je passe les vitesses. Puis je me suis rendu compte au milieu que j'étais en boîte auto, donc j'ai basculé en boîte méca. Mais elle marche très très bien, on le sait, hein, cette boîte auto PDK Porsche, elle marche super bien. Donc on a probablement la meilleure des GT3 que j'ai eues, de toutes. Évidemment, c'est un prix. Donc c'est pour ça que j'en reviens à cette 997 GT3 phase 1 qui offre ce bon ensemble prix-performance. Mais là, la 992, c'est vraiment un step au-dessus de la 991. C'est vraiment un produit extrêmement abouti. Je pense d'ailleurs que la 992 phase 2 GT3, qui a la même puissance et un petit peu moins de couple, donc on sait qu'ils ont raccourci les rapports de boîte, elle a 450 Nm au lieu de 470 Nm entre la phase 2. C'est la première fois que, techniquement, une phase 2 est moins en moteur performante, on a les mêmes chevaux, on n'a pas plus de chevaux, on a un peu moins de couple, mais on a des rapports plus courts. Par contre, sur le châssis, c'est la grosse évolution, voire les temps Nürburgring, avec même les triangles aérodynamiques de la GT3 RS. Donc elle doit être vraiment jouissive à conduire. Bon, je ne suis pas sûr que l'écart de prix le vaille, mais franchement, 992 GT3, petite route, trick absolu, même en usage grand tourisme. C'est vraiment une auto qui est addictive, dans laquelle on a plaisir à rouler, et dont je ne me lasse pas du tout. Et d'ailleurs, on ne sait pas comment ça va évoluer. On ne sait pas si on va aller sur de l'hybridation sur le modèle après la 992, mais s'il y avait une voiture à mettre à côté, ça serait une 992 Turbo S, pour rester chez Porsche, hein, par exemple. Ça, c'est pas l'une qui remplace l'autre, en tous les cas pour moi, je parle toujours pour moi. Et s'il y en avait une à rêver d'essayer, 992 GT3 RS, parce que quand on voit ce que fait la GT3, là, entre les réglages compression détente au volant, l'aéroactive, ça doit être la jouissance absolue sur petite route. Il y en a un qui en parle très bien, c'est François Delcourt qui en a une, et qui dit que vraiment, sur petite route, c'est une voiture vraiment phénoménale.
Alors, est-ce que cette 992, elle a des défauts pour moi? Ben, en fait, j'ai cherché. J'en ai parlé avec Yo avant de faire la vidéo. Alors, j'en trouve qu'un. Alors, un défaut de geek, c'est pas un gros défaut. C'est pratique d'avoir le CarPlay, en particulier pour avoir Waze, notamment. Et alors, le CarPlay, ça a été corrigé par la suite par une évolution logicielle chez Porsche, mais ça s'affiche que sur un bout de l'écran. Donc, autant le GPS Porsche, on peut l'avoir plein écran dans le grand écran quasi cinématographique. Là, le CarPlay, on a que sur un bout de l'écran. Alors, c'est con. Je demanderai à la révision chez Porsche si ils peuvent modifier ça avec un upgrade. J'en doute, mais on ne sait jamais. Par contre, il y a deux trucs. C'est je trouve que cette 992 revient en termes de bruit, et donc là, je ne suis pas dans les défauts. C'est une petite qualité à laquelle je pense. Un plus joli bruit que la 991, et on revient dans la gamme de bruit des 997. Le son est vraiment, vraiment magique. Et puis, quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est les aides et pas les aides. Je le dis dans le podcast, sur les GT3, alors, jusqu'à la 997, les aides, c'était le traction control, c'est un anti-patinage, il n'y avait pas de ESP là-dessus. À partir de la 991, on a anti-patinage et ESP. Autoroute, il pleut, on roule cool, il n'y a qu'à tout laisser brancher, il n'y a pas de problème. Petite route, même roulage grand tourisme, encore plus attaque, déconnectez tout. Premièrement, surtout maintenant, elles ont l'ESP et l'anti-patinage, donc ça, la voiture réagit pas bien. Autre point, on ne s'en rend pas parfois compte, mais le traction control, il gère avec les freins arrière, donc il ralentit la voiture, il freine et ça vous flinguez les disques et les plaquettes arrière. Coupez tout. Et d'ailleurs, quand on roule en mode track, sur la 992 comme sur la 991, on a tout coupé. Et franchement, bah oui, à des moments, l'arrière patine un peu, ça glisse un peu, mais c'est des autos tellement équilibrées qu'il n'y a vraiment aucun problème à les mener. Donc je dirais que, en conclusion, cette 992 GT3, je crois que vous l'avez compris depuis le temps que je le dis, c'est vraiment la meilleure Porsche que j'ai eue. Elle est un peu chère, ça, faut dire ce qui est, mais c'est vraiment une Porsche absolument extraordinaire, totalement addictive, jouissive. Donc on espère que vous aimerez la vidéo. Vous allez évidemment nous le dire dans les commentaires, y compris si vous l'aimez pas ou ce que vous voudriez savoir en plus. Si quelqu'un veut qu'on essaye une 992 GT3 RS, on arrive dans l'instant, on se téléporte, où que ce soit en France ou dans un pays frontalier, on va l'essayer. Ça, avec grand plaisir. Si Porsche nous écoute, on est là, hein, GT3 RS, il n'y a pas de problème. Mentez, pas mentez. On l'essaye. Donc merci de nous avoir regardés, et puis il est temps aussi de remercier pas mal de gens, bien sûr, je le disais au début, mais on ne remerciera jamais assez le refuge du Phénix, surtout pour ce nouveau cadre absolument magnifique, et puis comme dans toutes nos vidéos, vous verrez qu'il y a une partie où on voit la GT3 qui roule, et là vous allez voir, ou vous aurez vu dans la vidéo qu'elle roule dans des paysages fantastiques. Ceci ne serait pas possible sans notre véhicule travelling de qualité, un véhicule que peu ont. Notre Kangoo Travelling EDG Racing, conduit de main de maître par notre ami Polo. Donc, comme dans le dernier podcast, dites bien merci Polo dans les commentaires. Donc, merci à tous. Et puis, on a eu du bol pour ce week-end de septembre. Il fait super beau. Rendez-vous probablement dans l'inboard de l'Alpine, mais surtout dans l'épopée BMW Motorsport qu'on va vous tourner, avec une voiture qui est ma nouvelle BMW Motorsport, dont je ne vous dis pas encore grand-chose. Vous verrez la livraison. Vous verrez dans les semaines qui viennent. À très bientôt sur la balade française. Merci, bonne journée.